Bienvenue dans Infusion, le podcast qui vous fait entrer dans la tête des artistes, dans leur processus créatif. Je suis Baptiste Etchegaray et je vous invite aujourd'hui chez quelqu'un de rare. Sur la couverture de sa dernière bande dessinée, on le voit courir sur le tarmac pour attraper in extremis son vol. Pas n'importe lequel, c'est l'avion présidentiel. Dans sa course, il fait voler toutes ses feuilles, ses carnets. C'est un petit bonhomme étourdi, maladroit, en retard, qui s'apprête à faire un grand voyage dans l'antichambre du pouvoir. Voilà comment le dessinateur Mathieu Sapin se représente quand il se frotte au président de la République. Il avait déjà croqué François Hollande, sa campagne de 2012, son quinquennat. Il s'était juré de ne pas replonger. Il a d'ailleurs croqué un temps l'ogre Depardieu. Mais le virus l'a rattrapé, sa fascination pour le sommet de l'État. Et voici Mathieu Sapin embarqué avec ses crayons dans l'Élysée d'Emmanuel Macron. Le titre annonce la couleur, Comédie française. Une réflexion sur le lien particulier qui unit le prince et l'artiste, et ce depuis des siècles, au moins depuis Louis XIV. Hello. Bonjour. Je vous en prie. Et moi, c'est avec un micro que je suis allé me glisser dans l'atelier de Mathieu Sapin, au 5e étage d'un immeuble parisien, un atelier qu'il partage avec le dessinateur Christophe Blain. C'est lui qui avait dessiné, il y a quelques années, les coulisses du Quai d'Orsay. Sapin, Blain, chacun dans sa pièce, vue dégagée, étagère blindée, et belle complicité. Alors, pardon, c'est là. Ici. Ouais. Et j'aime bien, il y a un petit côté colloque. Ah bah oui, c'est exactement ça. C'est la colloque des dessinateurs. Ouais. Bon, on était dans un autre appart, oui. Ouais. Atelier, qui était plus vaste, mais on était plus nombreux. Oui, il y avait Johan Sfar et Riyad Satouf avec vous. Ouais. Et là, vous êtes à côté de Christophe Blain. Voilà. Et Christophe et moi, Christophe Blain, on est donc en coloc, on peut dire, depuis... Donc dans ce précédent atelier, on était pendant 13 ans, et puis ici même, on est là depuis 6 ans. Ouais. Et voilà, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Puis on montre, chacun regarde ce que fait l'autre. Donc on commente, on critique, souvent assez vertement d'ailleurs. Et bien sûr, c'est important. C'est-à-dire que si j'étais tout seul dans un lieu que à moi, je pense que j'aurais moins de recul. Là, le fait de pouvoir échanger, de pouvoir solliciter un avis, ouais, bien sûr, c'est très important. Donc, c'est quand même bien rempli, hein, votre studio. Oui, la pièce est petite. Donc ici, c'est un appartement qui a été converti en atelier, mais c'est un appartement. Et donc, comme c'est très petit, ça va du sol au plafond. Alors, soit des bouquins que je lis, enfin, il y a beaucoup de livres. Soit des livres que je lis pour le plaisir ou pour m'inspirer dans toutes sortes de directions, ou de la documentation. Par exemple, il y a beaucoup de livres politiques. Là, c'est politique. Il y a beaucoup de livres sur le cinéma, c'est plutôt en bas là. Et là, de la doc de toutes sortes. Et voilà, il y a des images que j'aime bien, soit des images que j'ai faites. Ouais. Alors là, par exemple, celle-ci, c'est un dessin que j'ai fait en 96, je dirais, ou 98 plutôt, où je me suis dessiné avec mon personnage qui est Super Murgeman et donc mon personnage dit « Un jour, je serai un grand dessinateur de BD plein de fric et aduler des femmes. » Et Super Murgeman me dit « Continue petit, tu vas y arriver. » Et j'aime bien, j'aime bien avoir ça devant moi. C'est-à-dire que voilà, on n'est jamais arrivé, quoi. C'est toujours une perspective. C'est drôle parce que ça me fait penser à, en fait, cette idée qu'on voit beaucoup dans vos BD, notamment dans la dernière, Comédie française, c'est que vous vous représentez, vous vous dessinez comme quelqu'un de tout petit, de même minuscule, de craintif, de peureux, en bas de la page, au coin de la case. Ouais. Et est-ce que c'est vraiment vous? Vous êtes comme ça? Bon, déjà, je suis pas très grand quand même. En plus, j'ai une grosse tête parce que j'ai un peu la grosse tête. Et c'est un faux modeste alors. Voilà, exactement. Bah oui, je me représente dans presque chacune des cases de mes BD, donc faut quand même être un peu auto-centré. Et puis après, oui, c'est un personnage qui s'est peu à peu développé, qui a une forme un peu caricaturale de moi. Mais c'est plus facile de se caricaturer soi-même que de charger les autres. Ou en tout cas, si on veut charger les autres, il vaut mieux commencer par soi-même. C'est un peu ma démarche. C'est une façon aussi de se mettre le lecteur dans sa poche. Parce Exactement. Que vous êtes éminemment sympathique en étant petit et craintif. Disons inoffensif.
faussement inoffensif, parce qu'en réalité, je balance pas mal, mais en effet, c'est pour désamorcer un peu une... Alors, ce qui est difficile, c'est que quand on fait de la bande dessinée documentaire, ou bande dessinée, on peut appeler ça reportage, on a tous les pouvoirs quand on dessine. Donc on peut forcer le trait, et puis être très méchant gratuitement. Et c'est très facile de régler son compte à quelqu'un en 2 ou 3 traits. Donc pour atténuer ça, je préfère déjà commencer par moi-même et comme on le disait, mettre sur moi la charge un peu négative. Mais ça, par exemple, quand vous dessinez Macron, quand vous racontez Macron, c'est une façon de prendre le pouvoir sur lui ? Moi, je l'aborde pas comme ça. C'est-à-dire que pour moi, le dessin n'est pas un acte d'affirmation du pouvoir, mais si on y réfléchit, c'est vrai que quand on dessine, on est omnipotent, puisqu'on fait une représentation du monde qui est complètement celle qu'on a décidée. Donc, c'est vrai que j'avais pas réfléchi à cet aspect à cet angle, mais c'est vrai que faire de la BD, et surtout de la BD sur le réel, c'est déjà une prise de pouvoir. Mais bon, je me suis pas dit un matin, tiens, je vais prendre le pouvoir sur Macron et je vais faire une BD sur lui, et on va voir qui est le plus fort. Mais en tout cas, c'est votre dernière bande dessinée, vous dessinez des puissants. Vous allez vers des gens qui ont beaucoup de pouvoir, que ce soit Macron, Hollande, président de la République, ou Depardieu, la plus grande star française. Et en ça, on se dit, il y a quand même quelque chose qui devient récurrent. Il y a une petite obsession à approcher le pouvoir et à se confronter aux puissants. Oui, et puis en plus, dans la dernière BD, dans Comédie Française, je questionne ça, justement, le rapport de la fascination au pouvoir. Et c'est pour ça que j'accorde une grande place à Jean Racine, puisque Racine... on connaît le côté dramaturge, quelqu'un qui est devenu célèbre avec ses pièces, mais ce qu'on sait moins, c'est cette fascination qu'il avait pour le Roi Soleil et la décision qu'il a eue d'arrêter le théâtre pour se consacrer pendant 20 ans à l'histoire du roi et à raconter l'histoire du roi. Et ça m'a beaucoup servi dans ma BD pour servir de parallèle entre son parcours à Racine et le mien, parce que moi, honnêtement, j'aurais jamais imaginé, il y a encore 10-15 ans de ça, faire des bandes dessinées sur des présidents de la République ou sur une star mondiale de cinéma. Mais c'est le fait de petit à petit être témoin de ces milieux-là, parce que une bande dessinée en entraînant une autre, je me suis retrouvé aux premières loges, qui m'a rendu un peu accro, peut-être, je le confesse, au pouvoir, mais c'est le pouvoir, mais c'est aussi la représentation du pouvoir qui m'intéresse. C'est comment le pouvoir se met en scène, et comment, alors si on prend Louis XIV, justement, il a été très intelligent là-dessus, il a vraiment réussi à construire une mise en scène du pouvoir qui encore aujourd'hui fonctionne à fond, puisqu'il y a des milliers de visiteurs qui viennent chaque année à Versailles. C'est de la communication. Louis XIV, quand il crée Versailles, quand il fait appel à des artistes pour le faire rayonner, c'est de la communication. Et qu'est-ce que vous avez vu de la mise en scène politique de Macron ? Alors déjà, j'avais suivi François Hollande avant, et puis ensuite Macron. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui restent assez similaires, hein. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de communication qui s'évertue à créer des séquences, à créer des déplacements, mais avec des charges symboliques, avec des éléments de langage, avec des images aussi. Bon, ils essayent toujours de créer des moments qui vont rester aussi visuellement. C'est pour ça que je fais beaucoup de parallèles aussi avec le cinéma et avec le théâtre. Comme les politiques ont le virus du pouvoir, vous avez le virus du dessin sur la mise en scène du pouvoir. Et j'aimerais que vous racontiez un peu ce moment déclencheur avec Emmanuel Macron. Oui, moi en effet j'avais décidé d'arrêter. En 2017, je me suis dit je vais quand même retourner un peu sur le terrain pour voir la fin du mandat de François Hollande. Et dans ce cadre-là, alors que je faisais des pages pour la presse à l'époque, pour être vraiment à chaud sur la période, je croise Emmanuel Macron dans les coulisses du débat de l'entre-deux-tours. Moi, je suis arrivé là un peu, pas par hasard, parce que j'ai fait la demande, mais je pensais sincèrement pas qu'on me laisserait accéder à ces moments qui sont quand même très verrouillés. Le fameux débat d'entre-deux tours face à Marine Le Pen qui est resté dans les annales. Voilà. Et donc, on me donne l'autorisation et je me retrouve à la Plaine Saint-Denis, dans les couloirs, donc dans les coulisses. Alors, j'étais côté Macron parce que j'avais sollicité l'autorisation côté Macron. Et donc, j'ai assisté depuis les coulisses
à ce débat contre Marine Le Pen. Et c'est vrai que le moment était déjà assez fort, assez passionnant à suivre de l'intérieur. Et ce que j'avais pas vu venir, c'est Emmanuel Macron lui-même qui, un quart d'heure avant le débat, arrive donc avec ses équipes. Moi, je suis dans un coin en train de prendre des notes, et puis il vient me voir, alors que moi, je l'ai jamais croisé de ma vie, je le connais pas. Il vient me voir, il me dit « Ah, vous êtes là, ah, c'est marrant, parce que je suis en train de lire votre BD. » Et là, je suis surpris, parce que il prend le temps de venir me parler, et alors qu'il a quand même un débat à mener dans 15 minutes. Et puis de quelle BD me parle-t-il? Moi, je pensais qu'il parlait de ma BD sur l'Élysée, parce que bon, ça paraissait raccord. Mais pas du tout. En fait, il parlait de ma BD sur Gérard Depardieu. Mais ça, il me le dit après le débat. C'est-à-dire qu'il va faire le débat. Et quand il revient, alors toute son équipe est complètement... tout le monde exulte, ils sont tous ravis. Ça y est, la présidentielle est gagnée, etc. Mais lui, il s'adresse à moi. Et il me dit, mais alors, qu'est-ce que vous faites? Là, vous prenez des notes. Et puis alors, il explique aux autres que voilà, j'ai fait une BD sur Depardieu qui venait de sortir à l'époque. Et il m'explique à quel point il adore Depardieu et qu'il adorerait le rencontrer, etc. Et là, il se passe un truc. Je me dis, bah, c'est quand même pas banal que ce type qui est plus jeune que moi, voilà, me parle de cette BD. Il y a forcément, c'est un peu un signe. Et je me dis, c'est quand même dommage de m'en tenir là. Et il y a peut-être quelque chose à raconter. Moi, ce qui m'a frappé et ce qui m'a amené aussi à faire des parallèles avec Louis XIV, c'est justement des symboles utilisés pour sa communication, et à commencer par le symbole Jupiter. Alors, c'est venu très, très vite, cette histoire de Jupiter, et j'aimerais bien savoir, parce que j'étais pas attentif à l'époque, d'où c'est venu. Mais je crois que c'est de lui, ou en tout cas de ses équipes, qui ont communiqué sur le côté jupitérien de l'exercice de son pouvoir. Et ça m'a fait tilt, parce que le côté jupitérien, d'abord, c'est quelque chose qui a été théorisé à l'époque de Louis XIV. Louis XIV lui-même, au début de son mandat, au début de son règne, c'est un élément de communication, Jupiter. Il est peint en Jupiter par Lebrun. Il est décrit dans des poèmes comme le roi Jupiter, etc. Et donc, c'est quand même pas banal d'aller chercher des symboles comme ceux-ci. Mais ce qu'on a moins dit, c'est que Mitterrand lui-même, au début de son quinquennat, le premier, septennat, pardon. Aussi, c'était un terme qui avait été développé par un de ses communicants, qui était Jacques Pillon, le côté jupitérien. Donc, il y a une espèce de recyclage, comme ça, des codes et des figures, qui, moi, m'étonne toujours. Ouais. C'est lui, là, Jacques Pillon. Ah oui, dans votre étagère politique. Voilà, Jacques Pillon, Le sorcier de l'Élysée. C'est un livre de François Bazin, il explique très bien ça. Donc lui, c'était le communicant. Grand communicant, c'est celui qui avait aussi fait la campagne de Chirac en 95. Il a fait la campagne de Mitterrand en 81. À l'époque, il travaillait avec Séguéla. Après, il a pris son indépendance, et en 88, à nouveau, il travaille sur la campagne, et donc victorieuse de Mitterrand, la deuxième. Et après, Jacques Chirac, du coup, fait appel à ses services pour sa campagne à lui. Et donc, c'est un livre que vous avez lu? Oui, bien sûr. Ouais. Et qui vous a donné des idées, ou qui vous a éclairé, en tout cas qui vous a permis de comprendre un peu. C'est à noter, hein. Ah ouais. Phrase de Mitterrand sur le renoncement. Je préférerais renoncer à ma fonction plutôt qu'aux compétences de ma fonction. C'est exactement ce que souhaitait Jacques Pillon. C'est intéressant parce que le sous-titre, c'est Le sorcier de l'Élysée. Donc ça montre qu'il y a cette figure un peu d'homme de l'ombre qui tire un peu les ficelles et qui appuie sur certaines touches qui vont produire des effets. Et ouais, j'y crois quand même. Je crois que ça marche. Ce fameux soir de l'entre-deux tours, Macron vous fait un clin d'œil. Ouais. En vous disant à bientôt. Et il se passe quelque chose apparemment en vous. Non, il vous charme. Non, mais le clin d'œil, je crois qu'il le fait à beaucoup de gens. Mais en effet, à ce moment-là, donc le soir du débat, manifestement, le débat c'est dans la poche et probablement l'élection. Et puis alors il me dit au revoir, il me fait un clin d'œil comme ça. Il me dit à bientôt, à très bientôt. Et là, je me dis, c'est quand même un peu culotté. C'est un peu too much. Oui. Mais en même temps, oui, j'avoue que je trouve ça marrant. Et je me dis, c'est dommage d'en rester là, quoi. Et c'est un peu le point de départ. C'est d'ailleurs comme ça que je commence ma bande dessinée. C'est un peu le point de départ de ce nouvel album que je ne voulais pas faire, mais que je me suis retrouvé à faire parce que quand on est comme ça à une position privilégiée d'observation, c'est dommage de pas en tirer parti. Est-ce que vous sentiez qu'il essayait de vous séduire? Oui. Ou comme Hollande peut-être a essayé de vous séduire? Oui. Mais alors ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que moi, je suis pas naïf. Je sais très bien
que les hommes politiques, ou les hommes et les femmes politiques, c'est des machines à créer du désir. Moi, j'ai vu des quantités de fois des gens qui aimaient pas, par exemple, Hollande, et qui le croisent, je sais pas, dans la rue ou dans une occasion quelconque, et puis il va parler avec eux, les faire rigoler, et puis à la fin, ils disent « Ah, il est sympa quand même ». Et ça, pareil avec tous, parce que c'est des gens qui ne peuvent fonctionner que en créant du désir, que en séduisant. Donc, ce qu'essaie de faire Macron, c'est que vous vous disiez « Ah, il est quand même sympa, ce Macron, et je vais être sympa dans mes dessins. » Exactement. Et donc, moi, après, je suis un peu habitué maintenant, quand même, à fréquenter ces personnes-là. Et donc, j'essaye à la fois de rendre compte de cet effet de séduction qui peut exister, et sans en être dupe. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas les observer de près et être à distance. Il faut choisir. Et à un moment donné, on est obligé de se laisser embarquer, ce qui n'empêche pas d'être clairvoyant et puis d'être quand même lucide. Mais se laisser embarquer, ça veut dire quoi, justement, précisément ? Par exemple, quand dans ma BD, à un moment donné, le Macron, donc je fais une demande pour le suivre vraiment de façon, comment dire, dans les coulisses. Je voulais pas juste être un peu spectateur. Et donc, on me répond, ok, le président vous invite donc sur un déplacement. Donc là, c'était à La Réunion. Donc invité, ça veut dire qu'on est dans l'avion présidentiel, fait partie des invités. Et donc, moi, j'ai accepté. Et puis c'était passionnant, et c'est ce que je raconte dans la BD, mais j'aurais pas pu voir ce que j'ai vu si j'avais refusé l'invitation. C'est-à-dire qu'on peut pas être au plus près et en même temps garder une distance. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites « Ah là là, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que je me retrouve enrégimenté, que je me retrouve dans la position un peu du Fayot ?» Si, mais je joue avec ça, et c'est ce que je raconte aussi dans l'album, hein, c'est que bien sûr que ça fait partie du processus. En fait, obligatoirement, ça vous transforme, ou en tout cas, obligatoirement, ça vous questionne. Je pense qu'on peut pas être au plus près et rester parfaitement objectif, voilà. Mais comme je mets moi à nu les sentiments, enfin je raconte ce que je ressens et après le lecteur se fait son opinion. C'est pas pour lui dire voilà, un tel est sympa, un tel est pas sympa. C'est pour montrer au lecteur comment ça se passe quand on est vraiment dans l'orbite proche. Mais pour moi, la plupart de mes BD, c'est comme ça. J'ai pas de jugement de valeur. Je suis pas là pour régler des comptes ou pour dénoncer quelque chose. C'est plus pour montrer quelque chose auquel on n'a pas accès habituellement. Et là, quand vous êtes dans l'avion présidentiel, par exemple, vous avez toujours votre petit carnet près de vous, vous êtes toujours en train de dessiner et d'écrire ? Oui, j'en ai plein là. Ah, je veux bien voir. Ils sont là, mes carnets. Ah, c'est des tout petits carnets ? Ils sont petits parce que j'ai besoin de pouvoir les mettre dans ma poche. Oui. Alors, je mets des étiquettes pour m'y retrouver. Donc là, par exemple, étiquette, c'est marqué campagne 2017, Mélenchon, Schwarzenegger, premier tour à Tulle. Schwarzenegger ? Oui, alors pourquoi ? Parce que c'était donc la fin du mandat Hollande et je retournais un peu à l'Élysée. Et puis moi, je reçois le programme de semaine en semaine de ce qu'il prévoit de faire. Et il y avait un jour, il y a Arnold Schwarzenegger qui, en tant que responsable d'une organisation de défense de l'environnement, venait à l'Élysée il était reçu par François Hollande. Donc, qu'elle allait lui remettre une médaille. Oui, sans doute, ouais. Et donc je me dis, voilà, je veux voir Arnold Schwarzenegger, c'est trop tentant. Oui. C'est quand même quelque chose. D'ailleurs, là, vous dessinez encore plus petit que d'habitude face à lui. Vous êtes minuscule. Ouais. Et j'ai pas fait de selfie, alors que j'aurais pu. Alors, il faut que je le trouve parce qu'il y a plein de pages. Oui. Et ça, c'est dans l'avion. Génial. Bon, je vais le trouver, Schwarzenegger, mais... Oui, j'imagine qu'il vous a beaucoup impressionné, physiquement. C'est marrant, ouais. Puis c'est surtout, forcément, comme c'est des personnages qu'on a vus et revus au cinéma ou à la télé, on s'en fait toute une affaire. Et de les voir en vrai, c'est très intéressant de voir les détails. Il a une bague tête de mort, quand même, c'est pas mal. Je me rappelle qu'il avait des chaussures aussi très très bizarres. Ça faisait un peu soulier de ville et basket en même temps, avec des grosses semelles. Et puis, non, il a un charisme quand même qui est chouette. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce que vous faites quand vous faites toutes ces BD, ces rencontres-là, c'est qu'il y a aussi cette envie de vivre des choses bigger than life. C'est-à-dire que vous vivez des choses que vous ne vivriez jamais dans la vie normale. Et tout à fait. Et que là, vous vivez des choses plus grandes que vous. Tout à fait, parce que quand on est dessinateur de BD, c'est un métier passionnant, génial, mais assez calme. Hein. On est quand même dans un atelier, on dessine toute la journée. Donc si on sort pas de son atelier, il se passe pas grand-chose.
C'est dans la tête que tout se passe. Alors que là, en effet, j'ai l'occasion de voir des trucs incroyables, quoi. D'aller dans des endroits incroyables. Là, dans l'album, je raconte aussi quand on arrive sur une île qui s'appelle l'île Grande Glorieuse, qui est un bout de territoire français perdu dans le canal du Mozambique. Et là, on est vraiment dans Tintin, sur une espèce d'îlot où il n'y a jamais eu d'habitation humaine. Il y a des tortues géantes, et voilà. Et donc on est là parce que c'était une visite d'Emmanuel Macron qui faisait une revue il y a quelques légionnaires qui se relaient pour garder ce bout de territoire. Perdu au milieu de l'océan Indien, voilà. Minuscule. Ouais. C'est amusant d'ailleurs parce que on vous voit, vous vous dessinez sur la plage à côté de lui, on sent qu'il fait 800 degrés, que vous suez, et que c'est peut-être aussi un peu pénible. Enfin que là il faut suivre un Macron et toute sa bande et les journalistes, et que parfois ça peut être aussi physiquement dur. Ah bah ouais, c'est pas de tout repos, hein, mais c'est ça qui est comme je le disais, ça change de l'atelier. Ouais. Et moi, le voilà, Schwarzenegger. Oh là là. Bon, c'est pas toujours très réussi d'ailleurs. Alors après, Donc là, vous l'avez dessiné à côté de lui, vous étiez là, et il vous voyait dessiner ? Non, je pense qu'il était ailleurs. Hein. Je sais pas. Et puis il y avait un peu de monde, hein. J'étais pas tout seul, mais j'étais quand même à 3 mètres. Mais vous arrivez à vous faire discret. C'est ce que dit Hollande de vous. C'est ma spécialité. Ouais. Non, alors après, ce qui est intéressant dans les carnets comme ça, c'est surtout ça, c'est les notes écrites. C'est-à-dire que j'enregistre mentalement des conversations et après je les note. Et c'est ça qui va me servir pour mes bandes dessinées, parce que tout ce que je raconte est vrai dans mes BD. Donc les dialogues sont pas inventés, ils sont vraiment, j'en suis témoin. Parfois vous enregistrez aussi, non ? Avec un petit enregistreur. Oui, je triche aussi, On voit Depardieu piquer une colère quand il comprend que vous l'enregistrez. J'enregistre, mais alors, je vais vous dire un truc assez marrant, c'est que quand j'enregistre, souvent, j'écoute pas les enregistrements après. C'est-à-dire que c'est quand même dans la tête, et j'enregistre plus comme une espèce de sécurité, mais en vrai, c'est surtout la mémoire qui est importante, parce que c'est la mémoire qui sélectionne aussi, qui sélectionne qu'est-ce qui m'a vraiment intéressé, qu'est-ce qui m'a interpellé, qu'est-ce qui m'a fait tilt. Alors que l'enregistreur, c'est un piège, on enregistre tout, et puis après, on passe des heures à tout trier. C'est ce que vous allez faire là, ça va être compliqué. Il vous arrive parfois il y a un mot précis qui a été dit, mais vous ne vous souvenez plus de ce mot, et que c'est un mot très important. Ça m'arrive tout le temps, mais c'est aussi l'avantage que j'ai, c'est qu'il y a une exigence qui est pas la même. Comme c'est de la bande dessinée, on est quand même très tolérant sur le fait que, c'est pas un article du Monde, c'est pas un article scientifique, ça reste de la BD. Donc même si je dis, ce que je raconte est vrai, c'est mon point de vue, mais ça reste mon point de vue. Et le fait de me mettre en scène, justement, fait passer beaucoup plus facilement le fait que peut-être que j'ai exagéré certaines choses, peut-être que je suis sans doute partial dans ma vision des choses, mais ça va de soi puisque je me mets en scène et que de toute façon, c'est le point de vue de quelqu'un. Et je prétends pas à une vérité objective, immuable. Je reviens à vous sur la plage de l'île Glorieuse où il fait 800 degrés. Alors, il faisait 50. J'exagère, mais on sent qu'il fait très chaud. Ouais. Et il y a des photos de photographes. Et vous vous dites, oh là là, pourvu que je sois pas sur la photo. Et ça arrive régulièrement. On sent qu'il y a une petite gêne. Vous n'avez pas envie qu'on vous voit sur les photos officielles où on puisse imaginer que vous faites partie du staff. Ouais. Oui, en fait, moi, j'ai en permanence un peu le cul entre deux chaises, comme on dit, puisque je suis à la fois observateur. C'est le rôle que je préfère, d'observer. Et en même temps, pour observer confortablement, il faut quand même être proche. Et donc, je ne veux pas être un proche, mais je veux être proche. Et fatalement, il y a des moments où on est sur la photo. Et moi, j'ai pas envie d'être à l'image comme un proche d'eux, un tel, un proche de... Voilà. Moi, j'avoue, j'ai googlé Île Glorieuse, Macron, etc. Il y a une photo où on vous voit. Oui, je sais. Et vous avez l'air de faire un peu la tronche, justement. Ouais. Mais j'ai des lunettes de soleil, une casquette, et voilà. Quand vous vous retrouvez quelques jours, quelques semaines plus tard, ici à votre table, devant votre ordinateur, et qu'il faut le dessiner en vrai et raconter, comment est-ce que vous recevez tout ça ? Vous dites, ah là là, c'est vraiment ça que j'ai vécu. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent anecdotiques alors que vous aviez l'impression que c'était magistral ? Souvent, il se passe pas mal de temps entre le moment où je vis un truc, un moment, et puis le moment où je le raconte. Même parfois, ça peut être même très longtemps. Ça peut être plusieurs mois, plusieurs semaines, même un an. Et pour ça, la mémoire va aider justement à trier et à dire qu'est-ce que j'ai retenu de ce moment-là, qu'est-ce qui était vraiment important, qu'est-ce qui a du sens encore aujourd'hui. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que sur le moment, on a l'impression qu'il y a un truc très très fort, et puis le temps fait que finalement, ce qui paraissait très très fort est finalement pas si fort que ça.
Et ce qui paraissait anecdotique ou insignifiant peut prendre une signification, une saveur particulière parce que éclairé par autre chose qui s'est passé plus tard. Par exemple, pendant la campagne de 2012, j'ai bien dû croiser à certains moments Cahuzac, mais j'ai pas fait attention parce que c'était quelqu'un parmi d'autres. Et rétrospectivement, je pense que j'en aurais fait, je me serais dit incroyable Cahuzac, l'affaire Cahuzac. Donc c'est vraiment le temps qui donne du sens aussi aux choses. Et donc vous suivez beaucoup l'actualité politique ? Alors oui, je la suis, mais pas de façon frénétique. Hein. Je lis pas le journal tous les jours. Je suis pas non. Mais je la suis, oui, parce que c'est difficile aujourd'hui de s'abstraire totalement de l'actualité. De toute façon, elle est quand même très intrusive. Mais ça vous aide, j'imagine, aussi à façonner peut-être des séquences de vos BD. Ça m'aide, mais en vérité, moi, l'ambition que j'ai dans mes bouquins, c'est surtout de raconter des choses assez universelles et qui aussi restent pertinentes avec les années. Et donc, j'espère que mes livres sont encore intéressants 10 ans après, parce que ce qu'ils racontent, c'est surtout des mécanismes humains, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le théâtre classique ou d'aller chez Shakespeare ou chez Racine, parce que ce que raconte Racine ou Shakespeare, ça fonctionne encore aujourd'hui. C'est des mécanismes humains, c'est des relations de pouvoir, des relations de passion ou quoi, mais qui, quelle que soit l'époque ou le costume, ça reste d'actualité. Et d'ailleurs, c'est en allant voir une pièce à la Comédie Française, Britannicus, de Racine, que vous avez un peu le déclic, cette envie de faire cette BD. Oui, donc un des éléments importants de Comédie Française, c'est le théâtre du XVIIe siècle et Racine. En effet, parce que pendant la campagne de 2017, je décide d'aller voir une pièce de Racine. Je connaissais pas du tout son œuvre, mais il y avait une pièce Britannicus qui était jouée à la Comédie Française. Et en me documentant avant de voir la pièce pour pas être trop largué, donc je lis la pièce, puis je lis un petit peu vous savez, le dossier qui est à la fin de la pièce dans les petits livrets, et puis je découvre que Racine a été historiographe de Louis XIV, et ça m'intrigue, et surtout que tout ce travail-là qu'il a fait sur l'histoire de Louis XIV, tout ça a brûlé, tout ça a disparu en fumée après sa mort. Donc ça m'intrigue, et puis en plus ce qui était drôle, c'est que en allant voir la pièce à la Comédie Française, je m'aperçois qu'il y avait Alain Juppé, donc récemment écarté de la course à la présidentielle, qui était dans le public. Je vois aussi une journaliste politique d'un quotidien que je connais. Je me dis bon, c'est marrant quand même, il y a des signes. Et puis là, très vite, je commence à créer des correspondances. Et voilà, entre la mise en scène du pouvoir au XVIIe siècle et aujourd'hui, puis c'est comme ça que peu à peu les choses s'installent. C'est que là, j'imagine, pendant la représentation, Mathieu Sapin sur son siège, qui cogite complètement et qui commence à se faire le scénario de sa bande dessinée, sa future bande dessinée. Oui, alors il y a une discussion aussi que je rapporte dans l'album, c'est une discussion aussi avec Noé, qui est un ami qui est scénariste de cinéma, avec lequel je travaille, et c'est lui, un peu aussi, il est pas scénariste pour rien, qui me dit, mais tu sais qu'il y a vraiment un truc entre les thèmes que tu racontes, les thèmes que tu utilises, et puis cette histoire de Racine, il y a un truc à faire. Et je sais pas si tout seul, je serais venu tout seul à cette idée. C'est vraiment la discussion. C'est le dialogue qui crée ça. Votre BD s'appelle Comédie Française. J'ai l'impression que, en voulant raconter la vie de Racine, Louis XIV, aujourd'hui Hollande ou Macron, ou même Depardieu, qu'il y a une envie quand même aussi de croquer ce qu'est la France. Une certaine histoire de France. Oui, complètement, bien sûr. Ouais, moi, j'ai un papa qui est historien, donc j'ai quand même un goût pour l'histoire et pour le récit, mais aussi pour la verticalité voilà, on vient de quelque part, il y a eu un avant, il y aura un après, donc j'aime bien mettre les choses en perspective. Et donc raconter la France, mais avec un point de vue un peu différent et un peu décalé, ça bien sûr que ça me plaît. Et puis surtout, moi j'ai la chance, en faisant ces bandes dessinées, d'être un témoin direct de moments, des moments historiques. C'est des moments historiques. Une élection présidentielle, c'est un moment historique. Et donc d'en être témoin direct, c'est quand même un grand privilège. Les gens sont très très virulents, quels que soient les présidents, mais je pense qu'ils aiment bien aussi être critiques. Ça leur plaît. Je pense que c'est un truc très français d'être comme ça dans un rapport assez passionnel, parce que je trouve que les critiques, aussi virulentes soient-elles, il y a aussi quelque chose de l'ordre du sentiment.
Alors peut-être pas le sentiment amoureux, mais le sentiment, en tout cas, il y a quelque chose de sentimental. Vous savez si Macron a lu votre BD ? Oui, il l'a lu. Et écoutez, manifestement, j'ai pas eu de retour négatif, donc je pense que je suis pas totalement grillé. Mais ça compte pour vous d'avoir son retour non. Et d'avoir même son retour plutôt positif ? Non, parce que c'est pas le but du tout, au contraire. Enfin moi, le fait de pas avoir de retour officiel me va très bien, parce que je le fais pas pour plaire ou ne pas plaire, au contraire, je le fais pour voilà, c'est un témoignage et ça m'intéresse beaucoup plus de savoir ce que les lecteurs peuvent en penser. Mais ça ne vous chagrinerait pas de savoir qu'il a pas aimé, ou qu'il a pu se sentir trahi ou mal représenté ? Non, parce que les hommes politiques en particulier ont le cuir tellement solide qu'il faut vraiment y aller pour les... Enfin, je veux dire, c'est pas ma démarche. Moi, je suis pas dans une démarche de vraiment... Alors, après, on peut faire mouche avec un dessin, et ça, c'est être très incisif. Mais ça, je m'interdis pas de l'être. Mais ce que je veux dire, c'est que faudrait vraiment aller très très loin. Il y a tellement de livres beaucoup plus violents sur la figure du pouvoir qui, eux, ont un parti pris beaucoup plus tranché. Le mien, c'est pas, on n'est pas là-dedans du tout. Oui, malgré tout, moi, j'ai l'impression que j'ai jamais vu d'aussi près ces présidents. Que là, vous avez un sacré pouvoir. Ouais, mais moi aussi, ça m'étonne. Hein. Tous les jours, ça m'étonne qu'on me laisse, raconter ce que je veux. Et puis, en plus, je suis de moins en moins, on m'ouvre de plus en plus les portes, donc c'est très bizarre. Il y a un côté paradoxal. Quelque chose me dit que Mathieu Sapin n'est pas prêt de quitter, d'une façon ou d'une autre, la rue du Faubourg Saint-Honoré et son palais présidentiel. Comédie française, Voyage dans l'antichambre du pouvoir est publié chez Dargaud. Ne manquez pas non plus Le Château, Une année dans les coulisses de l'Élysée, publié en 2015, ou encore Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, hilarant et toujours chez Dargaud. C'était Infusion Fnac, disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur laclacfnac.com. Ce podcast est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média.